mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'OZAP. On s'autorise à penser. Encore et toujours, l'histoire de France, l'histoire nationale est un enjeu politique brûlant. Si on remonte aux années 80-90, les lieux de mémoire, une entreprise collective autour de l'histoire de France, avait remis au goût du jour le cadre national qui était un peu tombé en désuétude pour faire de l'histoire. Et puis, depuis une grosse quinzaine d'années, la droitisation, voire l'extrême droitisation du champ politique en France est allée de pair avec un regain des tensions autour de la question de l'histoire nationale. L'histoire mondiale de la France, qui a eu un très grand succès en 2017, se présentait comme un ouvrage de lutte précisément contre une approche éculée, conservatrice, mythologique de l'histoire de France. Tout récemment est paru un ouvrage collectif lui aussi, très ample, lui aussi sous la direction d'Éric Anceau, une nouvelle histoire de la France qui se présente dans une certaine mesure comme une réponse au succès de l'histoire mondiale. Mon invité d'aujourd'hui se penche, et je reprends le titre de son livre tout récemment paru, sur la fabrique du roman qu'il appelle national républicain, qui se trouve en arrière-plan, comme enjeu, mais aussi comme dispositif, derrière cette efflorescence, derrière cette prolifération éditoriale. Bonjour Olivier Lecoq-Grandmaison. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes historien, politiste, enseignant-chercheur à l'université de Paris-Saclay-Évry. C'est ça. C'est bien cela. Et donc, c'est directement à la question du roman que vous appelez national républicain, de ses origines, de ses objectifs, de sa permanence, que vous vous attaquez avec ce livre qui est paru aux éditions Amsterdam. Oui, pour des raisons diverses et variées, mais qui sont d'une part des raisons d'ordre politique, puisque à l'évidence, il y a, comme cela a été dit, une extrême droitisation de partis du gouvernement, une influence de plus en plus importante des partis d'extrême droite, avec la résurgence d'un thème qui n'est pas forcément nouveau, mais qui est aujourd'hui placé très haut dans l'agenda partisan et politique, celui d'une prétendue... Parfois, c'est ainsi que les choses sont dites, décadence de la France, ou en tout cas diverses menaces existentielles supposément pesées sur la France. Et une des réponses à ces menaces existentielles, c'est effectivement, pour un certain nombre de politiques, jusqu'à Emmanuel Macron en personne, le retour ou la réactivation d'un grand récit national républicain où sont vantées d'une part les origines de la France, d'autre part un certain nombre de ses caractéristiques remarquables, et notamment son universalisme. Et ce que j'appelle au fond également aussi la thèse immunitaire, qui est en partie liée au premier point, selon laquelle la France, en raison de ses très glorieuses traditions héritées des Lumières, de la Révolution française et des traditions républicaines, serait au fond par essence exempt d'un certain nombre de mots, et d'un certain nombre de mots raciaux et relatifs aussi notamment aux discriminations, qui existeraient assurément comme le racisme et qui ne seraient que véritablement résiduelles. À cela s'ajoute, et c'est en partie lié au premier point, comme ça a été dit aussi, la réactivation d'un certain nombre d'écrits relatifs à ce que j'appelle effectivement le roman national républicain, et d'écrits qui surgissent sous la plume d'historiens significatifs. Je pense en particulier à Pierre Nora, à Jean-Pierre Rioux et à quelques autres qui reprennent un certain nombre de thèmes qui sont en fait très anciens. C'est la raison pour laquelle il m'a paru nécessaire de revenir aux origines de ce roman national républicain. Et ces origines, me semble-t-il, sont principalement, ce qui ne veut pas dire exclusivement, à chercher du côté de la Troisième République dans un contexte très particulier qui est celui de l'immédiate année qui suivent la défaite devant les armées prussiennes, l'amputation du territoire national, et ce qui est parfois minoré, ce cataclysme social et politique qu'est la Commune de Paris.
Vous parlez d'un amas de désastres sur lequel, à cette époque-là, finalement, aurait fleuri cette nécessité de la mythologie nationale. Alors cet amas de désastres, il est à la fois international, c'est lié évidemment à la défaite devant les armées prussiennes, il est à la fois national, c'est lié à la Commune de Paris. Et cet amas de désastres, en fait, c'est plutôt une citation qui est empruntée notamment à Émile Zola, dans cet ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle « La débâcle », qui s'achève effectivement sur la Commune de Paris, et où Émile Zola écrit à peu près ceci: « Toute une France à refaire ». Et le roman national républicain participe de cette reconstruction à la fois discursive, politique, éducative, moralisatrice de cette France à refaire, parce qu'il faut effectivement refaire un corps national sur le plan à la fois politique, historique et symbolique. Et cela passe par toute une série de dispositifs, notamment l'écriture d'un roman national, mais comme j'essaie de le montrer aussi, la construction d'un appareil d'État très puissant, que j'analyse comme étant un appareil d'État à la fois éducateur et moralisateur, et dont l'une des fonctions, ce n'est pas sa fonction exclusive, mais l'une des fonctions principales est de diffuser dans le cœur national, justement, ce roman national républicain qui a été élaboré par des très grandes figures de la Troisième République, qu'elles soient issues du domaine historique, politique et philosophique, géographique aussi. On pense à Ernest Lavis, notamment, comme maître d'œuvre. Alors, comme historien, lui, c'est pas un politique. Oui, alors, avant Ernest Lavis, il y a Ernest Renan, qui a joué un rôle très important, notamment avec son texte de la réforme intellectuelle et morale de la France de 1871, mais bien sûr toute une série d'historiens comme Ernest Lavis, des historiens qui ne sont plus de ce monde à l'époque, mais qui vont jouer un rôle très important comme matrice historique, politique, et dans certains cas même du point de vue des réformes proposées par les dirigeants de la Troisième République. Je pense bien sûr à Michelet, qui est très fortement sollicité, sollicité pour des raisons évidemment académiques, parce qu'il apparaît comme le grand historien républicain de la France, et sollicité aussi parce que dans cet ouvrage « Le Peuple », Michelet ne se fait pas seulement historien, il se fait aussi d'une façon certaine politique, parce qu'il propose des réformes très concrètes, notamment une réforme de l'école, en estimant que l'école doit jouer un rôle absolument fondamental dans la reconstruction de la France. Et au-delà de cette réforme, se fait le réformateur, si je puis dire, des programmes scolaires, en fixant à l'enseignement de l'histoire une tâche absolument fondamentale, qui est de faire aimer la France. Alors, le livre de Michelet, Le Peuple, c'est un livre de 1846 quand même. Absolument. Donc c'est quand même un moment bien différent de cette débâcle terrible, de cette humiliation profonde éprouvée notamment par Renan et par tout le monde en 1870 avec la défaite militaire, l'effondrement du Second Empire, la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est un tout autre contexte. Michelet, quand il écrit ce livre, sa conception de la nation n'a quand même pas la même substance politique que ce que la Troisième République et Lavis en particulier vont en faire. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette référence à Michelet, c'est moins le respect de la lettre et de l'esprit de Michelet qu'au fond ce qu'on pourrait appeler une instrumentalisation de l'œuvre de Michelet et du peuple en particulier. Instrumentalisation en ce sens que les textes de Michelet sont, si je puis dire, adaptés au contexte politique, social, national et international de la Troisième République, et de ce point de vue-là, mobilisés pour légitimer toute une série de textes d'une part, mais aussi toute une série de dispositions, de réformes et de dispositions législatives qui vont déboucher notamment sur l'instruction publique laïque et obligatoire, et plus précisément encore sur l'élaboration des programmes. Si l'on prend toute une série de réformateurs de la Troisième République, mais Lavis et d'autres, et là je pense plus spécifiquement à du personnel politique, les références à Michelet sont effectivement très importantes. Oui, c'est lui qui fait... son récit est vraiment matriciel, effectivement, et c'est lui d'ailleurs qui invente la France comme personne. Tout à fait. Mais cette personne, elle s'incarne d'abord pour lui dans le peuple.
la nation comme dépositaire de la souveraineté. Enfin, il place au cœur quand même et comme point d'aboutissement à la fois de son histoire la Révolution française. C'est plus exactement la perspective de la Troisième République. C'est plus tout à fait la perspective de la Révolution de la Troisième République, en effet, dans la mesure une des obsessions des fondateurs et premiers dirigeants de la Troisième République, et qui est dite en ces termes à peu près, c'est clore l'ère des révolutions, parvenir à faire en sorte et de réussir ce que les républiques précédentes n'ont pas réussi, la première et la seconde. Et clore l'ère des révolutions, ça passe entre autres justement par l'élaboration d'un extraordinaire roman national républicain, dont l'une des fonctions n'est pas seulement de proposer une histoire nationale, mythologique et glorieuse, mais dont l'une des fonctions est aussi la domestication des classes pauvres et dangereuses, et en particulier des prolétaires, des artisans, de toute cette partie de la population perçue comme très dangereuse, parce que le spectre de la Révolution, faut-il le rappeler, pour les fondateurs et dirigeants de la Troisième République, c'est pas un spectre évanescent et lointain, c'est un spectre auquel ils ont été confrontés de façon très concrète. Et qu'ils ont réprimé. Qu'ils ont réprimé dans certains cas, absolument. Et d'où la mobilisation de ce roman national républicain à des fins de pacification, avec, et ça revient très souvent dans l'élaboration de ce roman, la volonté de faire en sorte que les prolétaires, et il y a des affiches célèbres de cela, troquent le fusil pour le bulletin de vote, et d'où là aussi une instruction et une éducation, une moralisation qui est pensée comme à la fois devant former bien sûr des hommes et des femmes, alors dans un contexte très particulier avec une division genrée de l'instruction et de l'éducation qui est tout à fait significative, mais il s'agit aussi de former des citoyens. Et en formant des citoyens, de convaincre ces citoyens que désormais, puisque la République est établie, puisque les droits et libertés fondamentaux sont institués, seule est désormais légitime la participation pacifique aux élections, pensée comme le seul mode de participation à la vie politique, désormais louable, encouragé et désormais effectivement légitime. Et quand vous dites le premier souci, c'est de mettre fin à la révolution, de mettre fin à l'hypothèque révolutionnaire et au risque de démocratie réelle, au fond, qu'a représenté une dernière fois la Commune, ça me fait penser, j'y pensais en vous lisant, que Adolphe Thiers, par exemple, qui est un des grands acteurs au moment de l'institution de la Troisième République, qui, depuis Versailles, dirige la répression de la Commune, c'est quelqu'un qui a été profondément bonapartiste dans toute sa carrière. Et Bonaparte, on le sait, représentait déjà, le premier puis le second Bonaparte, mais surtout le premier, le désir de mettre fin à la Révolution. Lavis, dont on parlait aussi, dont vous parlez, était bonapartiste. Sous le Second Empire, il s'est rallié à la Troisième République en se ralliant en raison de Thiers, qui ne cachait pas que maintenant, pour échapper finalement à la démocratie réelle, le meilleur moyen, ça n'était plus d'avoir un souverain, c'était le suffrage, précisément, la représentation, qui évitait, disons, les effets délégitimants du pouvoir d'un seul. Oui, alors il y a effectivement cela, et les ralliés à la République, cela concerne également Ernest Renan, qui, dans le texte précité, La réforme intellectuelle et morale de la France, est à la fois très critique des institutions républicaines, parce qu'il considère que la République est faible au regard de ce qu'il s'est passé antérieurement, et il va progressivement se rallier effectivement à cette République, à la Troisième République. Et par ailleurs, ceux qui vont utiliser Ernest Renan vont gommer, si je puis dire, évidemment, toutes les critiques faites par Renan, qui sont parfois très sévères à l'endroit de la République, pour ne retenir que certaines propositions de réforme, et d'autre part, pour ne retenir, évidemment, que son grand texte, Qu'est-ce qu'une nation, pensé là, évidemment, comme un grand texte fondateur et matriciel de la conception républicaine de la nation. C'est-à-dire que Renan, et ce texte est souvent mis en avant par la gauche, contre ce qui serait, ce qui est effectivement la conception de droite de la nation. L'idée de Renan, c'est que la nation, c'est d'abord une volonté collective de vivre ensemble. Oui, alors la formule est très souvent citée. Mais elle est isolée. La nation, c'est le plébiscite de tous les jours. Faut-il le rappeler, elle est très souvent citée, mais cette formule demeure fondamentalement
un peu mystérieuse, parce que quelle forme prend ce plébiscite de tous les jours. Alors, pour les hommes de la Troisième République, ce plébiscite de tous les jours va passer, entre autres, si je puis dire, par la mise en place de ce que j'appelle un très puissant État, éducateur et moralisateur, avec des missions qui sont assignées aux instituteurs, un programme qui est extrêmement précis. Alors, je ne me suis pas particulièrement intéressé à la partie de cet État moralisateur et éducateur, et plus spécifiquement à la partie instruction, parce qu'il y a là énormément d'ouvrages qui ont déjà été publiés. Par contre, me semblait intéressant, et plus intéressant, ce qui tend à occulter justement la polarisation sur la construction de l'école laïque publique et obligatoire comme institution d'instruction, c'est de rappeler que cette institution était aussi, j'allais dire presque avant tout pensée, non pas seulement comme devant dispenser des savoirs, mais comme devant dispenser une éducation et une morale républicaine qui est effectivement très stricte et qui pénètre à peu près tous les domaines de la vie, à la fois la vie publique, mais également la vie privée, et avec une sorte de panoplie, pour le dire en ces termes, de devoirs qui sont, quand on les étudie de près, tout à fait singuliers à lire aujourd'hui. Et dans ce texte même, cette très célèbre conférence à la Sorbonne sur la nation de Renan, il dit à plusieurs reprises que la nation ne peut pas se fonder sur la vérité historique. Elle doit au contraire se fonder sur l'oubli de plein de choses. Il prend l'exemple de la Saint-Barthélemy, il prend l'exemple de la conquête du Midi par la croisade albigeoise. Il évoque toute une série de violences absolument sanglantes, de déchirements, de divisions, dont il dit qu'il faut les oublier en réalité, les laisser de côté. Et c'est pas sur ce récit-là, enfin, il fait déjà, d'une certaine manière, une théorie du roman, de la nécessité du roman national. Alors, c'est effectivement, Renan est de ce point de vue-là un personnage singulier parce qu'il est à la fois parfaitement conscient des conséquences tout à fait particulières de la construction d'un roman national républicain qui doit reposer effectivement, sinon sur l'occultation, au moins l'euphémisation d'un certain nombre d'événements dramatiques et où ce qui apparaît, ce n'est pas l'unité de la France, mais au contraire, sont très profonds déchirements, les révolutions, les guerres civiles qui ont marqué le 19e siècle et le 18e auparavant et depuis la Révolution française. Donc tout à fait conscient des conséquences de cette construction de roman national républicain et en même temps, effectivement, favorable à la construction de ce roman national républicain, où en tout cas Ernest Renan va être utilisé là aussi, là encore, comme une référence à la fois intellectuelle, scientifique et académique très importante pour légitimer la construction de ce roman national républicain. Rappelons que quand Ernest Renan s'exprime, au moment où il s'exprime, c'est une personnalité qui jouit d'une triple légitimité, une légitimité académique parce qu'il est professeur au Collège de France, une légitimité littéraire parce qu'il est pensé comme un très grand écrivain et une légitimité politique parce qu'il est pensé comme un des pères fondateurs intellectuels de la Troisième République. Alors, il y a une logique d'acculturation de masse, d'une certaine manière, enfin, une logique d'hégémonie idéologique générale. Elle passe par l'école, mais pas seulement. Alors, elle passe par l'institution scolaire, effectivement, parce que cette institution scolaire doit être pensée comme constituant un très vaste réseau national grâce auquel va être diffusée l'instruction, bien sûr, mais aussi ce très vaste roman national républicain. Et cette instruction se soutient, bien sûr, de la prolifération d'un certain nombre de manuels scolaires. Et je pense en particulier au manuel scolaire d'Augustine Fouillé, qui s'appelle en fait, qui a pris un pseudonyme de celui de Giordano Bruno, dont il faut rappeler que c'est un manuel scolaire, le Tour de France de 2 enfants, qui a connu près de 500 rééditions, qui a été diffusé à près de 7 millions d'exemplaires et qui connaît ce succès parce que, au fond, c'est un manuel dans le contexte de l'époque très novateur du point de vue de la forme parce que les enfants prennent connaissance du roman national républicain grâce à 2 enfants qui voyagent dans toutes les provinces de France et montrent à ces enfants les beautés évidemment remarquables de ces provinces, ce qui permet aussi de faire surgir, grâce au voyage de ces enfants dans les provinces, toute une série de grands hommes réputés être effectivement à l'origine de la grandeur à la fois scientifique, philosophique et littéraire de la France. Et par ailleurs, c'est un ouvrage novateur parce que
il mobilise, et dans des proportions extrêmement importantes, une iconographie très significative. Il n'y a pratiquement pas une page de ce manuel où il n'y a pas une iconographie qui permette d'illustrer les beautés de la France, les beautés de ses paysages, les beautés et les grandeurs de ses personnages fondateurs. D'où, effectivement, le très grand succès de ce manuel qui permet là de mesurer, en partie en tout cas, la façon dont ce grand roman national républicain a effectivement été popularisé et comment il a effectivement atteint des millions de jeunes, des millions d'élèves, et au-delà sans doute de ces millions d'élèves, parce que c'est une préoccupation constante du pouvoir politique et du ministère, au-delà de ces millions d'élèves, sans doute les millions de parents, parce que l'objectif, à travers l'éducation et la moralisation des enfants, c'est de contribuer aussi à l'éducation et à la moralisation des parents. Et on voit bien comment dans ce dispositif du voyage fictif de 2 enfants qui passent en revue les différentes provinces, il y a une manière d'unifier un pays qui était resté jusque-là, alors un peu moins depuis la Révolution française, qui avait déjà engagé cette centralisation, mais c'était quand même un pays qui restait extrêmement divers. Alors, extrêmement divers, en effet, extrêmement divers notamment du point de vue linguistique, parce que rappelez que dans les années 1870-1880, le français n'est pas encore une langue nationale, et un certain nombre de contemporains le constatent. Il y a au moins à l'époque, je ne parle même pas des patois, mais au moins 5 langues qui continuent d'être parlées sur le territoire national. Et chacun sait que l'instruction publique laïque, publique et obligatoire et le grand roman national républicain vont jouer un rôle absolument essentiel dans la nationalisation du français, notamment parce qu'on insiste déjà à cette époque à la valorisation du français comme étant cette langue des Lumières, héritée du XVIIIe, et qui, parce qu'elle est supposée être la langue des Lumières et la langue de la raison, va permettre à la fois de combattre un certain nombre de patois, de combattre les préjugés et effectivement, sur le plan politique, symbolique et linguistique, de faire enfin de la nation un corps uni, et d'autant plus uni que les membres qui composeront ce corps national parleront une seule et même langue. Et ça va de pair avec, de fait, l'éradication, la quasi-disparition de pans entiers, finalement, des cultures régionales. Alors, effectivement, c'est très important parce que ce qui apparaît comme une nationalisation éventuellement consensuelle et relativement douce du français, en réalité, s'avère être une nationalisation du français très brutale, qui va passer effectivement par la disparition d'un certain nombre de langues et de patois, mais au-delà de la disparition de ces langues et de ces patois, c'est aussi d'une façon certaine la disparition d'un certain nombre de cultures, pensées comme inférieures, et là aussi, là encore, un certain nombre de rapports et de textes révolutionnaires vont être mobilisés. Je pense notamment au grand texte de l'abbé Grégoire sur la langue française, au rapport de Barrère également, et où ces textes vont servir là aussi et là encore comme légitimement la destruction de ces patois au nom, justement, d'une part de la Révolution française et d'autre part des principes républicains et de l'unité républicaine à construire de façon urgente, notamment pour poursuivre cette tâche pensée par les fondateurs et dirigeants de la Troisième République, à savoir, parce que c'est véritablement une obsession pour eux, finir enfin la Révolution. Oui. Clore l'ère des révolutions. Et ça passe, entre autres, par la diffusion d'une langue unique, la diffusion d'une culture unique, ou en tout cas dominante et hégémonique, et la diffusion, à l'évidence, donc, de ce grand roman national républicain. Et de fait, ça passe par toute une série de violences qui sont infligées à ceux qui doivent être justement amenés à la civilisation, amenés à l'unité nationale, tout simplement, par exemple, en se voyant interdire de parler leur langue à l'école. Alors, c'est très juste de parler de civilisation parce que, y compris, on trouve parmi les contemporains de l'époque l'idée qu'il faut effectivement civiliser le peuple, c'est-à-dire arracher au fond ce peuple à sa marginalité sociale, politique, à ses préjugés, qui le constitue comme un peuple à part, et le constituant comme un peuple à part, comme un peuple particulièrement dangereux sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan des mœurs. Et cette civilisation du peuple passe effectivement par l'instruction, mais bien sûr aussi par une éducation et une moralisation
qui touche, je le disais tout à l'heure, tous les domaines de la vie. Ce n'est pas simplement la transmission d'un roman national républicain, c'est aussi l'acquisition de toute une série d'habitudes, propreté du corps, propreté des vêtements, une moralisation de l'hygiène et une hygiénisation de la morale. Il s'agit à la fois de former de bons élèves, des élèves disciplinés, mais il s'agit aussi, faut-il le rappeler, et relativement aux hommes, de former des citoyens et de former des soldats prêts à mourir pour la patrie. Et ça suppose que, pour qu'ils puissent mourir pour la patrie, défendre le drapeau jusqu'au sacrifice suprême, ça suppose, et là, les fondateurs et dirigeants de la Troisième République insistent lourdement là-dessus, ça suppose de faire en sorte qu'ils aiment cette patrie. Et pour faire aimer cette patrie, il faut évidemment élaborer un roman national républicain qui exalte la grandeur, les origines de la France, et bien sûr les grands personnages qui ont contribué à faire en sorte que la France apparaisse comme la seconde puissance du monde et la première puissance continentale juste derrière la Grande-Bretagne. Ah, parmi les aspects qu'il faut développer à partir de là, d'un côté, il y a quand même une forme de colonialité, vous utilisez le mot d'ailleurs, une forme de colonialité de cette approche à l'intérieur, mais qui va aussi avoir des effets dans une logique coloniale extérieure. Oui, parce qu'un certain nombre de contemporains, je pense en particulier à Ernest Renan, mais il faut citer Victor Hugo, un certain nombre de contemporains sont conscients, ou estiment en tout cas, qu'en finir avec la Révolution et que cette entreprise de pacification des classes pauvres et dangereuses passe par le rétablissement de la France, ou l'établissement plus exactement de la France comme grande puissance coloniale. Ernest Renan écrit à peu près ceci: une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme. Ouais. Et donc, pour échapper... C'est pas un compliment. Et c'est pas un compliment dans sa bouche. Évidemment, là aussi, il s'agit pour lui de mettre en garde ses contemporains contre le spectre de la sociale et le spectre du socialisme. Et donc, dans ce contexte-là, la construction de l'Empire va être effectivement pensée comme un moyen d'exporter de gré ou de force les classes pauvres et dangereuses. Et Victor Hugo va avoir cette phrase célèbre dans le cadre d'un discours prononcé à l'occasion de la célébration de l'abolition de l'esclavage, en disant il faut transformer les prolétaires en propriétaires, et cette transformation des prolétaires en propriétaires, estime Victor Hugo, doit se faire entre autres dans les colonies. Dans ces colonies, et en particulier en Afrique, où il dit cette Afrique est vide, prenez-la, elle n'appartient à personne, et c'est dans ce contexte-là qu'il va être possible, estime Victor Hugo, et notamment grâce aux colonies de peuplement, de transformer ces prolétaires en propriétaires et de faire, si je puis dire, d'une pierre deux coups, contribuer à résoudre pour partie la question sociale, et d'autre part, faire en sorte que la France soit enfin une grande puissance coloniale, parce que, outre le spectre de la décadence en Europe, il y a aussi quelque chose qui obsède les dirigeants de la Troisième République, c'est bien sûr la très grande puissance impériale de la Grande-Bretagne, et ils vont être les premiers à faire en sorte que effectivement la France puisse devenir une très grande puissance impériale juste derrière la Grande-Bretagne. Et de cela, ils sont très fiers. Et cela va être évidemment très vite intégré au roman national républicain, ce que j'appelle le roman impérial républicain, puisque c'est dans ce contexte-là que va être mobilisé, entre autres, mais pas uniquement, le grand discours de Jules Ferry, selon lequel la particularité de la colonisation française, et c'est une différence fondamentale, estime-t-il, et ceux qui le soutiennent pareillement avec les constructions impériales anglaises et espagnoles, il estime que la particularité de la construction impériale française, c'est qu'elle est d'abord et avant tout déterminée par ce souhait d'apporter la civilisation au peuple qui, jusqu'à présent, n'en avait pas joui. Elle ne vise pas simplement la pure et simple exploitation ouverte comme l'impérialisme britannique, mais il s'agit, dit-il, d'un devoir même, d'apporter les lumières. D'un devoir des races supérieures, comme il le dit au cours d'un débat célébrissime de l'été 1885, un devoir des races supérieures envers les races inférieures, devoir de civilisation, et effectivement, dans le vocabulaire officiel des dirigeants de la Troisième République, mais c'est vrai dans le vocabulaire officiel des historiens, et des historiens
pour le dire en ces termes, du temps présent et à l'époque, c'est-à-dire qui écrivent sur la construction de l'Empire, le terme exploitation n'est jamais utilisé. Évidemment, le vocable officiel utilisé à la fois dans les documents officiels, mais aussi dans le roman impérial républicain, c'est celui de mise en valeur. L'implicite de cette expression, c'est que cette mise en valeur va à la fois profiter aux indigènes qui seront par là même arrachés à leur pauvreté, arrachés aux guerres civiles qu'ils connaissent, élevés à la fois sur le plan civilisationnel et sur le plan économique et social, et que cette mise en valeur, bien sûr, va également aussi profiter à la métropole et profiter aux colons qui seront implantés dans les colonies de peuplement. Parce qu'avant l'arrivée des colons français, ceux qui étaient sur place n'étaient pas capables de mettre en valeur leur propre monde, naturellement. Et cette mise en valeur que les colons vont mettre en œuvre, eux, enfin, bien sûr, elle sera pour tout le monde. Hein, comme si il y a cette fiction derrière qu'elle aurait été une mise en valeur au bénéfice de tout le monde. Absolument. La mise en valeur est pensée comme, au fond, la traduction dans les colonies des beautés de l'universalisme français, et là, dans un domaine très particulier, qui est donc celui de l'exploitation des richesses coloniales, qui, encore une fois, est supposé profiter à la fois aux peuples indigènes, comme on l'écrit à l'époque, et comme on le dit à l'époque, et bien sûr à la métropole, et l'ensemble devant contribuer à l'enrichissement, bien sûr, de la France, et devant contribuer à faire en sorte qu'elle ait, grâce à l'Empire, et selon l'expression consacrée, une voix forte dans le concert des nations, parce que là aussi, et là encore, la défaite de 1870 est pensée comme une catastrophe, et cette construction de l'Empire est pensée, entre autres, comme un moyen de surmonter cette catastrophe à la fois politique, territoriale, et internationale et symbolique. Alors d'un autre côté, l'autre effet, à côté de la colonialité et du développement de l'Empire, l'autre effet auquel on ne peut pas ne pas penser de cette entreprise idéologique générale, c'est le consentement massif à cette incroyable boucherie de 14-18, qui a quand même vu des millions d'hommes, pendant plus de 4 ans, s'entretuer, mus par la foi nationaliste. Sans bien savoir pourquoi, parce que les causes réelles de la Première Guerre mondiale, on sait que c'est un jeu d'alliance, hein, elles sont entièrement de la responsabilité des élites dirigeantes. On a habillé ça d'enjeux idéologiques qui étaient essentiellement nationalistes, hein, en diabolisant l'adversaire, évidemment, mais il a bien fallu quand même, pour que ça dure autant et que tant de souffrances soient acceptées par ceux qui les subissaient, qu'ils aient chevillé au corps justement cette idée nationale. Alors oui, et ça renvoie, me semble-t-il, justement, entre autres, là, à l'importance de l'élaboration, de la diffusion, à la fois par l'institution scolaire, par les manuels, mais aussi par toute une série d'ouvrages plus savants, de ce grand roman national républicain qui va faire en sorte qu'effectivement, à l'heure du premier conflit mondial, l'écrasante majorité de ceux qui vont effectivement périr au cours de ce conflit le font en ayant l'impression de mourir pour la patrie. Et ce qui leur permet, effectivement, si je puis dire, de mourir pour la patrie, c'est que cette patrie n'a cessé d'être décrite à la fois comme une très grande patrie, comme une patrie d'exception qui se distingue des autres grands pays européens, et d'autre part, comme une patrie qui est très souvent, et là la métaphore court à la fois le discours politique, court les manuels, une patrie qu'il faut aimer comme sa mère. Autrement dit, à qui il faut vouer un amour indéfectible, et ne pas aimer sa patrie, au fond, ce n'est pas simplement trahir un devoir national, un devoir patriotique, un devoir civique, c'est au fond presque trahir un devoir personnel et moral. Filial, exactement. Et évidemment, la conjonction de ces deux éléments débouche sur le fait que l'amour de la patrie est au principe d'une vertu ou de vertu civique fondamentale. Et c'est quelque chose qui est dans les textes, dans les programmes scolaires, dans les manuels, mais aussi plus généralement dans des ouvrages qui seraient aujourd'hui qualifiés d'historique, voire de géographique. Et c'est une trame, c'est quelque chose qui est, que l'on trouve à peu près partout. Parce que ce qui m'a intéressé aussi dans l'élaboration du roman national républicain, c'est de montrer que
il n'y a pas que les historiens qui sont convoqués pour le rédiger, si je puis dire. Et on trouve des géographes très connus, on trouve l'un des fondateurs de la science politique, André Siegfried, on trouve aussi un philosophe très connu, en la personne d'Henri Bergson, qui, et ça c'est lié entre autres, mais pas uniquement, au premier conflit mondial, qui considère à l'occasion de ce premier conflit mondial qu'il doit, faute de pouvoir, parce qu'il est trop âgé, faute de pouvoir s'engager, qu'il doit s'engager sur le front philosophique, sur le front politique et symbolique, en rédigeant un texte où il cherche à montrer que la philosophie française, notamment depuis les Lumières, et en raison de ses singularités, et notamment de ces singularités dans la seconde moitié du 19e, est une philosophie qui est supérieure à la philosophie allemande. Et il considère que ce front, pour le dire en ces termes, n'est pas du tout un front secondaire. Pour lui, c'est un front absolument capital sur le plan des représentations, sur le plan politique, sur le plan philosophique et symbolique, parce que c'est aussi une façon de montrer que, y compris sur le front philosophique, la France est supérieure à l'Allemagne dans un contexte où cette supériorité avait été passablement mise à mal éventuellement par l'influence très grande du kantisme d'abord, par l'influence évidemment plus grande encore, si j'ose dire, en tout cas également très significative, de la philosophie de Hegel. Et il s'agit là de promouvoir au fond un récit philosophique alternative, ou en tout cas une histoire de la philosophie française alternative, en montrant que cette philosophie, depuis les Lumières jusqu'au moment où Henri Bergson écrit, est fondamentalement supérieure par essence à la philosophie allemande. Donc la vague patriotique entraîne même ceux qui sont supposés être par excellence les esprits critiques, quoi. Ah, la vague patriotique submerge, si je puis dire, l'ensemble des élites politiques, académiques de la Troisième République. Le terme, d'ailleurs, me semble-t-il, est de vague, les submergents, me paraît inadéquat, parce qu'au fond, ils sont des acteurs de cette vague. Ils ne sont pas submergés par. Ils participent de façon tout à fait consciente et libre, si je puis dire, à l'élaboration de ce roman national républicain, parce que ils estiment que, en tant qu'ils appartiennent aux élites académiques et universitaires de la Troisième République, leur rôle est d'apporter dans les champs disciplinaires qui sont les leurs, leur contribution à l'élaboration de ce grand roman national républicain, avec bien sûr l'idée qu'en participant à l'élaboration de ce grand roman national républicain, ils participent à renforcer les fondements politiques, sociaux, symboliques de la Troisième République, et qu'ils participent par là même à la pacification de la situation intérieure, j'entends. Alors depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu d'autres épisodes assez cuisants pour, disons, la fierté nationale, ou qui peuvent aller à l'encontre, disons, de l'évidence de la supériorité française. Bon, la défaite de 40, l'occupation, mais aussi la décolonisation, en particulier avec la guerre d'Algérie. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, on était parti de là, avec l'extrême droitisation de l'espace public, reviennent en force des discours autour de ce génie français, de cette nécessité du roman national, toute une littérature qui déplore, qui s'apitoie, qui dénonce la disparition justement de la mémoire française, et même pas seulement de la mémoire, mais même de la population française avec sa mémoire. Bon, ça va de pair aussi avec les fantasmes du grand remplacement. Bref, il y a toute cette bouillie là qui réapparaît. Vous terminez de votre côté sur une série de suggestions pour une république qui serait affranchie de ces mythes et qui serait, dites-vous, décolonialisée. Alors, oui. Tout d'abord, sur la première partie de votre question, d'une façon générale, j'emploie très peu de métaphores dans les ouvrages que j'écris, parce que ces métaphores, souvent, sont en fait des bouches-trous de la pensée. Là où, à mon avis, les métaphores bien employées doivent au contraire permettre de penser de façon plus précise ce qu'on cherche à penser. Et là, j'utilise la métaphore au fond en disant que le grand roman national républicain est une espèce d'ogre discursif qui parvient, quels que soient les événements dramatiques, quelle que soit l'ampleur des défaites, à les intégrer au grand roman national républicain. C'est le cas de la défaite de 1870, c'est le cas antérieurement
de la défaite de Jeanne d'Arc et de sa tragique disparition. Ça va être pour partie le cas de la Seconde Guerre mondiale. Ça va être évidemment aussi le cas des conflits surgis après 1945 et évidemment de l'ensemble des conflits dans les colonies, ayant pour objectif de mettre un terme, bien sûr, à l'Empire français et de permettre à ceux qui sont mobilisés de disposer d'États indépendants. Et on va voir ressurgir effectivement, à l'occasion notamment après 1945, toute une série de discours apologétiques de l'Empire français, ce que j'appelle le roman impérial républicain, c'est-à-dire l'articulation entre la défense de l'Empire et ce qu'il est convenu d'appeler les valeurs républicaines. Et aujourd'hui, effectivement, dans un contexte où une partie de l'extrême droite, ou les extrêmes droites plus généralement, et une partie des droites de gouvernement radicalisées usent et abusent du thème de la remise en cause de l'identité nationale, de la remise en cause effectivement des valeurs républicaines et ont repris à leur compte une grande partie de ce fantasme politique, mais qui produit des effets très concrets, à savoir le grand remplacement. On voit ressurgir, bien sûr, alors c'est pas simplement des discours, mais aussi du côté d'un certain nombre de grandes figures historiques et intellectuelles, des discours de réhabilitation du passé impérial français. Je pense en particulier à Pierre Nora, qui estime que la colonisation, effectivement, renvoie ou est une des formes de l'universalité française. Ce qui est, sur le fond, assez singulier dans la mesure où ce discours est d'une trivialité sans nom et très ancien, mais où, dès lors qu'il est tenu et écrit par une personnalité comme Pierre Nora, dont il faut rappeler qu'il a occupé des champs divers et des positions très importantes dans ces différents champs, le champ universitaire, le champ éditorial, pour ne rien dire de ses positions à l'Académie française, ce discours apparaît comme, d'une part, novateur, courageux, et aujourd'hui évidemment exploité pour disqualifier toutes celles et tous ceux qui sont perçus comme des islamo-gauchistes, des partisans de la cancel culture et des partisans du wokisme, l'ensemble étant supposé faire peser sur le champ académique et plus généralement sur l'unité de la nation et les valeurs républicaines des menaces existentielles. Il y avait chez Nora, puisqu'il est mort récemment, et depuis ses lieux de mémoire, mais même avant ses premiers travaux qui étaient sur la vis, précisément. Tout à fait. Cette inquiétude, au fond, et ce refus que ceux qui ont été l'objet de l'histoire, ceux qui ont été les perdants de l'histoire en particulier, puissent se saisir de l'histoire et puissent essayer de prendre à ceux qui ont autorité pour dire l'histoire le droit de faire leur histoire eux-mêmes. Ça, c'est quand même cette obsession qu'il y avait de remettre les mémoires à leur place pour que l'histoire soit laissée aux experts, quand même, que l'histoire soit une et que ce soit celle des dominants, est quand même assez caractéristique. Oui, et si on relit aujourd'hui les lieux de mémoire, il y a un certain nombre de contributions qui apparaissent tout à fait singulières. Je pense notamment à la contribution sur l'exposition coloniale de Charles-Robert Hageron, qui est la seule entrée sur l'histoire coloniale de la France, ce qui est quand même tout à fait singulier. D'autant plus singulier que cette contribution s'achève par des considérations effectivement sur les beautés du roman impérial républicain. Outre des contributions là aussi sur les beautés supposément immarcessibles de la langue française, je consacre une partie substantielle de l'ouvrage notamment à l'analyse, non pas de la langue française, mais à l'analyse des discours qui font de la langue française cette langue supposément être l'expression des Lumières, de la raison et supposément être également, pour les raisons qui viennent d'être précisées, une langue supérieure à toutes les autres. Et on en voit aujourd'hui encore les traces dans toute une série de textes et de discours que je cite. Ne pas oublier aussi ce grand texte qui est moins cité éventuellement que les ouvrages et les articles de Pierre Nora, mais de Fernand Braudel, L'identité de la France, où, comme le disait Marc Bloch, Fernand Braudel apparaît comme un fouilleur des origines et cherche à
renforcer plus encore le prestige de la France en repoussant sans cesse ses origines. Au fond, la thèse défendue, c'est un peu comme pour l'aristocratie antérieurement. Plus les origines d'un pays sont anciennes, plus ce pays est supposément prestigieux. Et celui-là, donc, repousse les origines de la France à, je crois, 35 000 ans avant Jésus-Christ, en montrant que déjà, à l'époque, Homo sapiens sapiens présente déjà, c'est tout à fait stupéfiant de trouver ça sous la plume d'un historien, présente déjà un certain nombre de caractéristiques religieuses et artistiques qu'on retrouve chez les Français contemporains. Merci beaucoup, Olivier Lecourt-Grandmaison, d'être venu nous parler de ce livre donc, qui sort aux éditions Amsterdam, La fabrique du roman national républicain. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé Le Média sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre site internet ou bien encore sur le canal 165 de la Freebox. On vous rappelle que Le Média, qui est votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Nous n'avons pas de patron ni de propriétaire. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.